Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous proposer un voyage qui n'est pas vers les étoiles, ou en fait, plus exactement, qui est en fait vers une étoile un peu particulière. C'est probablement le premier voyage vers une étoile, qui est notre étoile, le Soleil, avec cette magnifique mission, Parker Solar Probe, que je vais vous décrire dans l'heure qui suit. Donc je vais vous dire deux mots sur la motivation scientifique du projet, quelques généralités sur le Soleil et la couronne solaire, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Je vais parler de M. Parker, la sonde porte son nom, donc je vais vous parler de son œuvre. Il y aura quelques équations, pas beaucoup. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont des amateurs avertis, donc il y aura quelques équations, j'essaierai de les rendre simples pour vous parler du fameux modèle de Parker. Néanmoins, il y a des questions ouvertes, c'est pour ça qu'on fait ce projet, et donc je décrirai le projet, et puis je ne montrerai pas des véritables observations, mais des premières données qui ont été obtenues pendant la période de commissioning en anglais, et de recette en vol des instruments, qui a eu lieu au mois de septembre. Alors, voici ce qui s'est passé le 12 août 2018. Certains, je pense qu'il y a une ou deux personnes dans la salle qui y étaient. Moi, j'ai malheureusement raté, parce que j'ai dû partir avant le lancement. Le 12 août dernier, il y a eu un lancement avec la fusée NASA Delta IV Heavy depuis Cap Canaveral, où donc la NASA a lancé cet engin que je décrirai un peu plus en détail, qui est une sonde qui va visiter pour la première fois un peu le rêve d'Icare, notre étoile et la couronne solaire, l'atmosphère de notre étoile. Alors, avant de décrire ce qu'est le vent solaire, je vais mentionner deux phénomènes que vous connaissez peut-être pour vous expliquer pourquoi il est important de continuer à étudier notre étoile et d'étudier le vent solaire que le Soleil émet. Alors, vous voyez sur cette image, je ne sais pas si vous reconnaissez cette image, enfin si vous savez ce que c'est. C'est une image qui est satellite d'une petite rivière dans le Sahara. Là, à droite, ce que vous avez, c'est une image qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas le Sahara. Vous avez tous reconnu. C'est Mars. Quand on regarde Mars, la surface de Mars, on voit qu'il y a des paysages qui ressemblent à ce qu'on a sur la Terre. Il y a eu des fleuves ou des rivières, il y a eu des écoulements d'eau sur Mars de par le passé. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. On sait qu'il y a de l'eau sur Mars sous forme de glace. Vous avez ici une image de Mars. Ici, vous avez les calottes de Mars. Quand vous envoyez un petit robot et que vous grattez le sol de Mars, on voit apparaître de la glace d'eau sous la surface. Maintenant, on sait, alors je ne suis pas un spécialiste de Mars, je ne me permettrai pas de rentrer dans les détails de la physique de Mars. Néanmoins, on sait maintenant qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, que cette eau est toujours sur la planète, mais qu'elle est devenue de l'eau glacée. Elle existe sous forme glacée, sous la surface, en grande quantité. Et la raison principale pour laquelle cette eau est devenue glace, c'est que l'atmosphère de Mars s'est évaporée. Elle est devenue beaucoup plus ténue, et l'eau qui était liquide est devenue glacée. Je vous montre un deuxième phénomène dont les causes sont les mêmes. Vous reconnaissez tous une magnifique image d'aurore boréale. Ces aurores boréales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des particules énergétiques qui viennent en fait de l'environnement terrestre, qui rentrent dans l'atmosphère, et en rentrant dans l'atmosphère, échauffent l'atmosphère et excitent les atomes de l'atmosphère et créent des lumières qui sont fonction de l'élément chimique qui est excité, qui sont visibles au pôle. C'est l'endroit où les lignes de champ magnétique sont ouvertes. Et ces aurores boréales sont créées par le coupable est le même dans les deux cas, l'évaporation de l'atmosphère martienne et les aurores boréales sur Terre, c'est le vent solaire. Alors le vent solaire, qu'est-ce que c'est? Je vais le décrire en détail, mais je vais quand même vous le montrer d'abord. Via un film obtenu par la sonde SOHO, c'est
ni plus ni moins que l'atmosphère du Soleil en expansion, qui est essentiellement constituée d'électrons et de protons, avec des vitesses de 200 à 800 km par seconde. À ces vitesses-là, ça met entre 2 jours et 8 jours pour arriver depuis le Soleil à la Terre. Des densités qui sont très faibles. Donc le vent solaire, qu'est-ce que c'est? C'est un flux de particules qui n'est rien d'autre que l'extension de la couronne, qui souffle dans toutes les directions, notamment vers la Terre, notamment vers Mars, j'y reviendrai, et que la sonde solaire va étudier. Pourquoi étudier ce vent solaire? Tout simplement parce que si on commence à s'intéresser, mais si on veut comprendre véritablement les liens qu'il peut y avoir entre des étoiles qu'on observe et des exoplanètes, donc des planètes qui ne sont pas de notre système solaire, mais des planètes lointaines, sur lesquelles il y a éventuellement de la vie, eh bien, il faut commencer à comprendre en détail les liens qu'il peut exister entre les étoiles et ces planètes, les liens qui peuvent exister entre les vents stellaires de ces étoiles et ces planètes. Et on a sous la main un très bon prototype qui est la Terre, avec son vent solaire, et une planète qu'on connaît, qui est la nôtre. Donc étudier le système Soleil-Terre, étudier l'interaction entre le vent solaire et les autres planètes du système solaire, c'est très important si on veut, par la suite, comprendre les interactions entre les étoiles et les planètes que l'on découvrira de plus en plus. Alors, le Soleil, brièvement. C'est donc notre étoile. Elle a un rayon qui est, grosso modo, 110 fois le rayon de la Terre. Donc 110 fois, en gros, 6500 km. Elle a une masse qui est 300 000 fois la masse de la Terre. À l'échelle, si vous mettez la Terre à côté du Soleil, vous voyez que la Terre est bien sûr beaucoup plus petite. Ici, sur ce schéma, on a mis la Terre au centre et l'orbite de la Lune, et on voit que l'orbite de la Lune, qui est de 300 000 km autour de la Terre, rentre dans le Soleil. Alors, le Soleil, pour vous fixer un peu les idées et les unités de mesure de distance qu'on va utiliser, le Soleil tourne autour du Soleil donc à environ 150 millions de kilomètres. Ce chiffre de 150 millions est important parce que c'est ce qu'on appelle l'unité astronomique et il est utilisé, comme vous le savez probablement tous, pour mesurer la distance des autres planètes par rapport au Soleil. Donc la distance de la Terre, c'est une unité astronomique. Là, vous avez sur ce schéma-là, alors c'est une unité astronomique, 150 millions de kilomètres. Si on convertit ça en rayons solaires, un chiffre très important, on obtient 215 rayons solaires. Donc la Terre se trouve à 215 rayons solaires du Soleil, si on prend l'unité de mesure comme étant le rayon du Soleil. Donc on a sur ce schéma-là, à l'échelle, la taille des planètes. La taille des planètes est respectée sur ce schéma-là. On a le Soleil en conséquence, mais on n'a pas sur ce schéma-là, et c'est difficile, et c'est un exercice qu'on peut faire avec des enfants. Ils font un grand terrain pour ceux qui sont profs et qui ont des élèves. Vous pouvez essayer de faire une maquette à l'échelle du système solaire. Si on veut faire ça, tout de suite, vous vous rendez compte que si la Terre est une orange, environ 9 cm de diamètre, le Soleil sera une sphère de 10 mètres de diamètre à environ 1 km. Donc vous voyez les dimensions là, les 215 rayons solaires, si vous convertissez ça en une sphère de 10 mètres de diamètre, ça fait que 5 mètres, donc 215 fois 5 mètres, ça vous donne le kilomètre. Donc les dimensions du système solaire, il y a beaucoup en fait de chemins à parcourir pour arriver au Soleil, comme on va le voir. Et donc le Soleil, avant de passer à la couronne, juste 2 mots sur la structure interne. Vous connaissez probablement l'origine de l'énergie du Soleil qui se transforme en photons et qui est émise par la photosphère, ici qui est la sphère qui envoie les photons, les grains de lumière, qui se trouve à environ 6000 degrés. Eh bien, cette origine elle vient du fait que le Soleil est tellement massif que la pression et la température, en fait la pression et la température, la densité au cœur sont telles, de l'ordre de 15 millions de degrés, que les réactions de fusion s'enclenchent dans le Soleil, et ce sont les réactions de fusion qui produisent l'énergie, énergie qui se promène en gros dans 2 régions distinctes, la zone radiative dans laquelle ce sont des radiations, des photons qui transportent l'énergie, et à un moment donné on arrive à une distance où l'opacité est telle que
ce sont les mouvements de convection qui sont indiqués ici en rouge dans la zone convective, qui prennent le relais pour transférer cette énergie à la surface du Soleil, et cette énergie est transformée en photons. Alors comment on connaît la structure des étoiles, la structure du Soleil? Tout simplement par sismologie solaire ou stellaire. Le Soleil vibre, il vibre avec des modes particuliers que vous avez ici. Les modes de pression, ce sont les modes qui donnent accès à la structure de la zone convective, et les modes de gravité qu'on essaie de détecter avec une bonne précision, en ayant un peu de difficulté, ce n'est pas facile de détecter les modes de gravité, permettent de sonder le centre. Voilà, donc ça c'était une carte d'identité du Soleil, brièvement, mais le point important ici, c'est qu'on arrive au niveau de la photosphère à une température d'environ 6000 degrés. Que se passe-t-il maintenant si on observe la couronne du Soleil, l'atmosphère du Soleil? Alors l'atmosphère du Soleil, on la voit quand on a de la chance d'être au bon endroit sur la planète, avec une éclipse, donc avec la Lune qui a le bon goût d'avoir le même diamètre apparent sur le ciel que le Soleil, de cacher donc le Soleil quand on est au bon moment, au bon endroit, quand il y a une éclipse totale de Soleil, et donc on est dans la zone ici sombre. Et sur Terre, on peut faire des images, des magnifiques images comme celle-là, où on voit donc le Soleil, la photosphère cachée par la Lune, et on voit apparaître la couronne solaire. Ça, c'est une photo obtenue par Serge Kouchmi pour une éclipse observée, la fameuse éclipse de 99, mais qui était observée en Iran ici. Et on voit apparaître donc sur cette image-là un halo lumineux autour du soleil, autour de la photosphère. C'est donc l'atmosphère du Soleil, la couronne. Alors cette couronne a été étudiée au départ par photographie, puis assez rapidement les astronomes se sont intéressés à la composition de la couronne, à sa température, à sa densité. Et le meilleur moyen qu'on a en astronomie pour observer les astres qui sont lointains, c'est la spectroscopie, dont vous avez probablement entendu parler, qui consiste à diffracter la lumière par un prisme et obtenir un spectre, donc une image de la fente que vous avez ici. Et l'image que l'on obtient ici, en fait, est constituée de raies, qui sont rien d'autre, ces raies, c'est la forme de la fente, qui donne une espèce de carte d'identité, une espèce de code-barre de l'élément chimique ici qui produit la lumière. Donc vous voyez qu'une lampe à hélium, par spectroscopie, va produire, ici sur ce spectre, entre 4000 angstroms et 7500 angstroms, une série de raies à des positions bien particulières. Ces raies sont l'ADN de l'élément hélium. Là, vous avez d'autres éléments qui peuvent être observés dans les étoiles, dans les atmosphères planétaires ou ailleurs. Donc là, vous avez de l'hydrogène avec les raies de l'hydrogène, le sodium avec le fameux doublet du sodium, l'hélium, le néon, le mercure. Si on analyse toutes ces raies, si on analyse leur position, si on analyse leur intensité, si on analyse la largeur des raies, on peut obtenir par spectroscopie et par physique atomique des informations très intéressantes sur la densité, la température, la composition de l'élément, de l'étoile ou de l'atmosphère qui a envoyé cette lumière-là. Cette première analyse spectroscopique de la couronne du Soleil a été réalisée par un astronome qui s'appelait Young, qui a utilisé donc un spectroscope ici, on le voit observer une éclipse en 1900 aux États-Unis. Et lors d'une observation d'éclipse en 1869, il a observé donc depuis une éclipse depuis l'Alaska avec un de ses collègues. Ils ont découvert une raie qui n'était pas connue sur Terre à cette époque-là. L'élément correspondant à cette raie n'était pas connu. Cette raie se trouvait à 530,3 nanomètres. Et cette fameuse raie, qui est la raie verte de la couronne, a poussé donc ces découvreurs à penser avoir découvert un nouvel élément qui n'existait pas sur Terre. Alors comme ils l'ont observé dans la couronne, ils l'ont appelé le coronium. Et pendant des dizaines d'années, ce coronium a été un mystère. Sur Terre, on essayait de comprendre, de l'observer, mais il n'existait pas sur Terre. Et ce n'est que, à peu près 60 ans plus tard, que des physiciens théoriciens ont calculé les niveaux d'excitation d'énergie de l'atome de fer
Et ils se sont rendus compte que ce fameux coronium, c'était rien d'autre que du fer qui était ionisé 13 fois, c'est-à-dire auquel on arrachait 13 électrons. Et on avait affaire donc dans la couronne à des ions de fer donc, pour lesquels on a arraché une grande quantité d'électrons. Et on ne peut faire ça dans un plasma que lorsque la température est suffisamment grande pour que l'agitation thermique entre les éléments puisse ioniser les éléments jusqu'à de tels niveaux. Si on augmente un peu la température, on a une ionisation 1, 2 fois, 3 fois. Mais pour enlever des électrons de couches très profondes du fer, il fallait une température très importante. Et donc ces deux messieurs, deux physiciens, ont découvert donc l'explication de la raie verte de la couronne. Et en fait, ils en ont conclu un des points importants de mon exposé, qui est le fait que la couronne est à 1 million de Kelvin. La couronne solaire est beaucoup plus chaude que sa surface. Et aujourd'hui, ça reste un problème ouvert. On ne sait toujours pas quel est le mécanisme qui chauffe la couronne et qui fait passer la température du plasma coronal de température de l'ordre de 6000 Kelvin à la surface à 1 million de Kelvin à quelques rayons solaires. Et ça, c'est un début, bien évidemment, de la mission. Alors, 2 mots sur les plasmas. Je parlais de plasma. Le plasma, c'est un état du gaz où les ions et les électrons qui constituent les atomes, là vous avez un atome le plus simple possible, qui est l'atome d'hydrogène, un proton et puis un électron. Vous voyez que les électrons sont bien ordonnés autour de leurs protons. Quand on a un plasma qu'on peut obtenir soit par chauffage, comme je l'ai dit, soit en appliquant une décharge électrique, eh bien on obtient un conducteur parfait et on a des propriétés de ce gaz qui sont très différentes de celles du gaz neutre, parce qu'on a à l'intérieur de ce gaz forcément des champs électriques et magnétiques qui peuvent se créer, tout simplement parce qu'on a des courants, on a un conducteur quasi parfait. Ces courants engendrent des champs magnétiques. Ces champs magnétiques vont dévier les particules, parce qu'une particule chargée, quand elle voit un champ magnétique, elle se met à spiraler autour. Et donc les particules vont être déviées par les champs magnétiques et les courants vont être modifiés et ainsi de suite. Donc il y a un couplage très fort entre les ondes et les particules, ondes magnétiques, ondes électriques, dans un plasma. Et le problème du chauffage, c'est un problème de physique des plasmas. Et pourquoi c'est important de résoudre ce problème? Tout simplement parce que plus de 98% de la matière dans l'univers est constituée de plasma. Et on a avec le Soleil un très bon laboratoire de physique des plasmas pour comprendre, on peut mesurer le plasma directement avec des analyseurs de particules et comprendre cette physique qui est par la suite utile en astrophysique d'une manière générale. Alors j'ai parlé de spectroscopie, j'ai parlé de couleurs. Je vous montre ici un autre outil qu'on peut avoir donc, pour observer la couronne, c'est de l'observer dans différentes longueurs d'onde et faire de l'imagerie dans différentes longueurs d'onde. Et là, vous avez 4 images superposées. Alors l'essentiel, c'est en UV. Toutes ces images sont obtenues dans le domaine de l'UV. Vous avez ici donc le fer, ionisé 8-9 fois. À cette raie-là, à 171 nanomètres, il y a une raie du fer qui est visible. Ça, c'est un plasma qui se trouve à 0,8 millions de Kelvin. Ici, vous avez du fer qui est ionisé 11 fois, une autre raie, une température différente, etc. Donc vous avez observé plusieurs éléments à plusieurs longueurs d'onde différentes et en faire de l'imagerie permet d'avoir une image 3D de la structure de la couronne, à savoir température en fonction de l'altitude. Et c'est ce qu'on obtient si on combine toutes ces observations. Donc vous avez ici sur ce schéma où est indiquée donc l'altitude par rapport à la surface du Soleil en kilomètres. Là vous avez la Terre. Là vous êtes donc l'échelle est logarithmique. Donc c'est par puissance de 10 qu'on avance ici. Ici vous avez la température, 10 000, 100 000, 1 million. Eh bien, vous voyez que les différentes observations ici, à différentes altitudes de la couronne, permettent de retracer le profil relativement précis de la température de la couronne. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'au début, la couronne, la température décroît, comme prévu, je vais y revenir, et puis à un moment donné, au bout de, grosso modo, 800 000 km, la température augmente un peu, et là, à peu près à 2000 km, brutalement,
sur quelques centimètres, sur quelques centaines de kilomètres d'épaisseur, la température avec l'altitude augmente violemment et atteint de l'ordre de 1 million de Kelvin. Alors on peut modéliser cette atmosphère. Donc je vais le faire avec une équation relativement simple qui est l'équation de ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Alors l'équilibre hydrostatique, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que, vous imaginez, vous prenez votre atmosphère et vous la découpez en pelures d'oignons. Donc vous avez des couches d'atmosphère que vous avez ici, donc la couche très, très basse, puis une au-dessus, 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 et là on est très loin. Ici vous avez les traits blancs, les flèches blanches indiquent la pression, donc la pression va avoir tendance à pousser le gaz vers le haut, et la flèche noire c'est la gravité qui va avoir tendance à ramener cette atmosphère vers le bas. Et vous avez toujours un équilibre entre ces deux forces dans une atmosphère, la pression et la gravité. Quand on est proche de l'étoile, les gravités et pressions sont importantes, donc les flèches sont larges. Et plus on s'éloigne, plus on voit que la gravité décroît, mais la pression également. C'est ce que raconte cette équation-là. Pas la peine de rentrer dans les détails, mais c'est ce que raconte cette équation-là. Cette équation-là, on la résout assez facilement. Elle obtient cette forme-là, qui est une forme dite exponentielle, qui montre quoi? Qui montre qu'avec l'altitude, la pression décroît exponentiellement, c'est-à-dire qu'elle décroît très très vite. Exponentielle, c'est une décroissance très rapide. Là, vous avez une image où il y a l'altitude en kilomètres ou en miles. Alors là, elle est en kilomètres, là, elle est en miles. C'est une image qui est américaine, que j'ai trouvée sur Google. On trouve plein de choses sur Google, même des choses intéressantes. Là, vous avez la pression, et vous voyez qu'à la surface de la Terre, la pression est relativement élevée. En millibars, c'est à peu près 1000 millibars, la pression atmosphérique. Et on voit que la pression décroît très très vite, très rapidement, exponentiellement. Et ensuite, il y a une asymptote, là aussi exponentielle, vers des pressions très faibles, mais à très haute altitude. D'accord? Ça vient de nulle part ailleurs que de cette équation-là, l'équation qui est l'équation de l'équilibre hydrostatique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les 500 premiers mètres de notre atmosphère sur Terre contiennent la moitié des constituants de toute l'atmosphère, les 500 premiers mètres. Donc la moitié de l'atmosphère et des atomes d'oxygène, d'azote, etc., qu'on respire, elle est contenue dans les 500 premiers mètres. Au-delà, la pression est telle qu'elle décroît exponentiellement. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Chapman, en 1957, qui a appliqué ce principe, le principe de l'atmosphère en équilibre hydrostatique. Il a appliqué ça au Soleil. Alors, pour le Soleil, c'est un peu plus compliqué, il y a un plasma. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais M. Chapman, il a ajouté dans le modèle, il y a un terme de conductivité thermique qui est important. Et en mettant le bon terme de conductivité, il a montré quoi? Il a montré que dans cette expression, vous voyez, donc c'est la pression P0, c'est la pression à la surface. Ensuite, ça décroît exponentiellement. Et il y a la température ici. Toutes les autres quantités, on les connaît, mais la température, là, c'est la gravité, la masse du proton, la constante de Boltzmann. Il y a la température. La température, on ne la connaît pas. Donc, il faut faire un présupposé sur la température. Et le présupposé, on le fait en faisant cette hypothèse. Ça nous donne que la température en fonction de l'altitude, H c'est l'altitude, c'est comme la température initiale ici, mais qui varie comme l'inverse de l'altitude à la puissance 2/7. Bon, ne me demandez pas les détails du pourquoi 2/7, mais on retrouve ça dans les équations. En tout cas, si on utilise cette variation de température et qu'on la met dans cette équation, on obtient une pression à l'infini, qui est celle-là, qui a cette expression-là, qui dépend de la pression initiale et de la température initiale. Et si on fait ça pour notre Soleil, eh bien, qu'on met la pression, le 1 million de Kelvin, la densité qu'on observe en faisant des images de coronographie, et si on met donc là les 1 million de Kelvin ici, toutes les autres, c'est des quantités qu'on connaît, des constantes, eh bien, on obtient une pression qui, à l'infini, est supérieure à la pression du milieu interstellaire qu'on connaissait déjà à l'époque de Chapman. Donc la couronne, c'est quoi? C'est comme une cocotte minute qui a une pression telle que si on imagine un modèle hydrostatique, si on met un couvercle,
eh bien, le couvercle, qui est la pression du milieu interstellaire, n'est pas suffisamment importante pour soutenir la pression qu'il y a dans la cocotte. Qu'est-ce qui se passe? Le couvercle s'ouvre, la cocotte s'évapore et le vent solaire se crée. D'accord? Ça, c'est avec les mains. Comment on peut expliquer la naissance du vent solaire? Alors ça, c'était le modèle de Chapman. Je vous ai dit qu'il fallait quand même que je parle de M. Parker, donc, qui a d'ailleurs eu un prix pour ses travaux, qui a assisté au lancement de Parker Solar Probe. Il faut savoir que c'est le premier astrophysicien scientifique américain pour lequel une sonde porte son nom alors qu'il est encore vivant. Ce qui est très bien. Et coup de bol pour lui, il n'avait jamais assisté à un lancement, donc là on le voit observer la sonde qui porte son nom prendre son envol. Il a l'air content. Du moins c'est ce qu'on imagine. Alors c'est quelqu'un de très sympathique, très abordable, on le connaît bien dans le domaine. C'est quelqu'un qui est très gentil et qui a donc proposé ces équations-là. Alors ces équations, je ne vais pas vous les détailler, c'est les fameuses équations de Parker, qui sont en fait une variation de l'équilibre hydrostatique en mettant un écoulement. Pour être précis, c'est les équations de Bernoulli, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. C'est les équations qui montrent la manière avec laquelle le vent solaire, la vitesse, augmente avec la distance. Et ce qu'il a obtenu, c'est la chose suivante. Il a obtenu les fameuses solutions de Parker, qui sont ici données en différentes couleurs. Il y a une première famille de solutions rouges qui sont des brises solaires, c'est-à-dire que là, vous avez donc la distance par rapport au Soleil, exprimée en rayons solaires, 1 rayon, 10 rayons, 100 rayons. Là, vous avez la vitesse du vent solaire. Et là, vous voyez qu'à l'infini, très loin, là, c'est la Terre, mais les solutions rouges donnent des tout petits vents, des brises. Ensuite, vous avez des solutions qui sont des solutions supersoniques, qui sont des solutions en vert, qui sont des solutions qui ne sont pas réelles parce qu'on part d'une vitesse quasiment supersonique très grande à la couronne et on arrive à une température, à une vitesse aussi grande loin. Donc ces solutions ne sont pas physiques. Alors elles ne sont pas physiques pour un vent solaire, mais elles commencent à être physiques pour un vent qu'on appelle un vent d'accrétion. C'est-à-dire si vous prenez le vent solaire qui est une atmosphère qui s'évapore dans toutes les directions, vous prenez la vitesse et vous faites moins la vitesse, ben là vous avez de la matière qui tombe sur un corps très massif. Ça, c'est rien d'autre qu'une étoile en formation, un corps massif qui accrète la matière interstellaire autour de lui. On peut utiliser les mêmes équations de Parker, d'ailleurs ça a été fait. Et puis, il y a une solution entre les deux, qui est la fameuse solution transsonique de Parker, avec le fameux point de Parker, qui est ici, le point critique, qui est une solution qui, vous voyez, qui est en noir, qui passe par un point. Là, vous avez sur ce tracé entièreté la vitesse du son que l'on obtient d'après ces équations-là. Vous voyez que la solution de Parker passe par un point transsonique, qui est le point où la vitesse d'écoulement du plasma est égale à la vitesse du son. Et au-delà, on est supersonique, comme les écoulements supersoniques qu'on a sur Terre. Quand les avions y volent, l'air ne bouge pas, mais c'est les avions qui sont supersoniques. Donc il y a des chocs supersoniques qui peuvent se créer aussi dans le vent solaire. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Mais donc, Parker a prédit le vent supersonique. Les gens ne le croyaient pas. Il a eu énormément de mal à faire accepter son article qu'il a soumis en 1958. L'article a finalement été accepté. Et en fait, ce n'est que 4 ans plus tard que les premières observations du vent solaire avec des compteurs de particules. Alors, pour observer le vent solaire, c'est relativement simple. Vous prenez une boîte qui compte les électrons ou les protons qui rentrent en fonction de leur énergie. Donc vous avez ces électrons et ces protons, quand ils rentrent dans la boîte, vont produire des courants soit positifs, soit négatifs. On peut compter leur énergie et leur nombre. Donc on peut calculer la vitesse moyenne du vent. C'est relativement simple, c'est des compteurs dont le principe est relativement simple. Alors après, au niveau technologique, il y a toujours des complications. Et donc la première sonde qui a eu à son bord des détecteurs de protons pour mesurer des mesures de plasma local, ça a été la sonde Mariner qui s'est éloignée suffisamment loin de la Terre, au-delà du choc de la Terre, sur lequel je reviendrai. Et c'est la sonde Mariner qui a permis d'observer, vous avez ici les premières observations de Mariner en 1960, où vous voyez la vitesse du vent.
le vent atteint 300, 500, 700 km par seconde, des vitesses supersoniques. Et donc ça a été la gloire pour Parker en 1962. Et depuis, il a travaillé sur plein d'autres domaines, mais il est resté très fameux dans le milieu. Donc le vent solaire s'expand dans toutes les directions. On peut l'observer. On peut l'observer, comme j'ai montré tout à l'heure, en faisant des images de SOHO. On peut l'observer proche du Soleil parce qu'on voit la couronne. Mais depuis quelques années, on peut également l'observer quand il est loin du Soleil. En utilisant des caméras très sensibles, des imageurs héliosphériques qui ont été développés aux États-Unis au Naval Research Laboratory et qui équipent les sondes stéréo de la NASA, on peut observer visuellement le vent solaire jusqu'à l'orbite de la Terre. C'est ce qui s'est passé sur cette observation. C'est un film, une combinaison de films qui a été obtenue par un collègue américain. Dans cette configuration-là, on avait la Terre ici. On avait une des sondes stéréo qui se trouvait à 90 degrés avec le Soleil, donc qui regardait le Soleil avec une caméra très grand champ qui permettait donc de faire de l'imagerie de la couronne. Alors pour faire ça, il faut soustraire tout le fond, il faut soustraire, pour ceux qui connaissent bien, la lumière zodiacale, etc. Il y a du traitement d'image poussé, mais on arrive à observer le vent solaire. Et donc sur ce schéma-là, vous avez tracé ici l'angle alpha. Là, vous avez la surface du Soleil en bleu. Ici, vous avez l'angle alpha, qui est cet angle-là. 1 degré, 10 degrés, 90 degrés, 90 degrés, enfin pas 90 degrés, mais presque. On observe la Terre ici. Et là, vous avez, connaissant l'angle et la distance Terre-Soleil, j'ai tracé ici les distances auxquelles cela correspond. Donc, quand on regarde à cet angle-là, alpha 1 degré, on observe ici, à 4 rayons du Soleil, 38 rayons, 124 rayons. Ici, on a Vénus, et 215 rayons, on a la Terre. Et là, la Terre est en bleu. Et ici, sur ce compteur de vitesse, qui est un peu particulier, ce compteur, c'est une visualisation de la vitesse et de la densité, plus précisément de la densité du plasma qui est mesurée à l'orbite de la Terre par une sonde qui s'appelle WIND, et sur laquelle donc, on peut mesurer la densité. Et ce que vous allez voir dans ce petit film, c'est que lorsque le Soleil commence à envoyer son vent solaire, donc il y a un vent solaire continu qui s'échappe, et à un moment donné, il va y avoir une bourrasque de vent solaire, que vous voyez ici, une petite éjection de masse coronale, que l'on voit se promener ici, alors ça met à peu près 4 jours en réalité, qui arrive à l'orbite de Vénus, et lorsqu'elle va arriver à l'orbite de la Terre, regardez l'aiguille, on va avoir la surdensité, donc observée depuis stéréo en imagerie, mais en même temps, observée par la sonde qui se trouve près du Soleil, on voit la densité qui augmente jusqu'au maximum. Donc on arrive à suivre avec ces deux sondes, une qui observe visuellement et l'autre en faisant des mesures in situ, la même bulle de plasma émise, la même bulle de vent solaire émise par le Soleil et qui va jusque la Terre. Alors, le vent solaire, donc, c'est l'atmosphère de la couronne qui n'est pas en équilibre hydrostatique parce que le couvercle de la cocotte n'est pas assez puissant. Donc la cocotte s'évapore dans toutes les directions. C'est de l'hydrogène ionisé, donc essentiellement des protons et des électrons, qui sont émis dans toutes les directions et qui peuvent interagir avec beaucoup d'objets, avec les comètes. On sait que les queues cométaires, et d'ailleurs c'est comme ça que le vent solaire en fait, a été découvert, non pas par Parker, c'est lui qui l'a modélisé, mais ça a été découvert par un astronome allemand qui s'appelait Biermann. En étudiant ici les queues cométaires et la queue de plasma et les variations donc, de la morphologie de la queue de plasma, il a pu faire les premières observations du vent solaire. Le vent solaire interagit avec la Lune. Quand les astronomes comme Armstrong est arrivé sur la Lune, c'était il y a 50 ans à peu près, il a commencé à marcher sur la Lune et il a fait des traces avec ses chaussures. Les traces, la poussière lunaire, c'est rien d'autre que l'érosion de la surface de la Lune par le vent solaire. Alors la Lune n'a pas d'atmosphère, n'a pas de champ magnétique, le vent solaire tape directement. Il y a des objets comme Mars, j'en ai parlé, qui ont une toute petite atmosphère maintenant et puis un champ magnétique relativement faible. Mars, on pense maintenant,
c'est l'avis général, que Mars a perdu son atmosphère, elle a été érodée, elle s'est échappée dans le milieu interplanétaire, sous l'effet du vent solaire pendant les 4 milliards d'années de l'existence du système solaire. Au fur et à mesure, donc dès que le vent solaire s'est allumé, il a érodé petit à petit, et c'était un travail de sape sur le long terme. Et là, on pense que l'atmosphère, que Mars a perdu son atmosphère et que donc l'eau s'est transformée en glace à cause du vent solaire. Donc il y a des objets qui ont une atmosphère ténue et un champ magnétique ténu. Et puis il y a des objets où on a beaucoup de chance. Là, c'est la Terre. On a à la fois une atmosphère relativement dense et surtout un champ magnétique qui est assez puissant, qui nous protège de l'effet d'érosion du vent solaire. Donc le champ magnétique n'est pas dipolaire, donc là vous avez, c'est le champ magnétique, vous avez l'axe dipôle et l'axe du champ magnétique, là vous avez les lignes de champ. Alors on voit que cet objet qu'on appelle la magnétosphère de la Terre, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais faire une conférence complète sur les mécanismes des plasmas de cette magnétosphère, mais juste pour vous dire que vous voyez que le champ est tel que le vent solaire, ici en rouge, ne rentre pas, n'est pas en contact avec l'atmosphère de la Terre. Pourquoi? Parce que le champ magnétique, la pression magnétique le dévie sur les côtés, dans une région qu'on appelle la magnétogaine, avec ici la frontière violette qui est la magnétopause, et en amont de ce système, il y a une onde de choc. Et donc pour pouvoir observer le vrai vent solaire, celui, les flèches jaunes, là vous voyez, là on comprend tout de suite pourquoi il faut aller relativement loin, parce que tout simplement cette magnétopause se trouve, et ce choc, sont à des distances entre 10 et 12 rayons terrestres. Les satellites géostationnaires, c'est 36 000 km, c'est 6 rayons terrestres, donc il faut aller au-delà de cette orbite, et c'est Mariner, c'est la sonde Mariner qui est la première est sortie de la magnétopause et qui a pu voir le vent solaire pour la première fois. Alors, brièvement, je ne sais pas comment ça marche avec le temps, je vais accélérer un peu. Un des soucis qu'on a avec le modèle de Parker, alors je ne rentre pas dans les détails, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de la conductivité, il faut faire une hypothèse dans le modèle de Parker sur la relation polytrope, ce qu'on appelle la relation polytrope thermodynamique, qu'il y a là entre la densité et la pression du plasma, densité et température. Alors pour simplifier les choses, on peut résoudre les équations de Parker que je vous ai montrées avec une température constante. C'est ce qu'on fait. Et si on fait ça, on se rend compte d'un résultat qui est bien connu et qui est assez intuitif. Vous avez ici la distance au Soleil, vous avez la vitesse, et là vous avez différents profils de vitesse, donc de vent supersonique, 200, 400, 600, 800 km par seconde, pour différentes températures de la couronne. Donc un demi-million, 0,75 million, 1 million, 1,5, 2, 3. Alors on sait que la température de la couronne, pour les protons, c'est pas plus que 2, 3 millions de Kelvin, éventuellement 3, mais pas plus que 2. Enfin, pas plus que 3, éventuellement, voilà, entre 2 et 3. Pour les électrons, c'est beaucoup moins. C'est de l'ordre de 1 million, voire moins. Et donc, ce qu'on voit tout de suite sur ce schéma-là, quand on résout les équations de Parker, c'est que le vent solaire, on peut atteindre les vitesses qui sont observées. Alors, les vitesses, je l'ai marqué sur mon transparent du départ, c'est entre 400 et 800 km par seconde pour le vent le plus rapide. Pour reproduire avec le modèle de Parker un vent solaire de 800 km par seconde, il faut une couronne de 2 millions, mais surtout une couronne avec une température constante. Et une couronne avec une température constante, pardon, ça reviendrait à une déposition d'énergie infinie. Donc en fait, ce modèle n'est pas complètement représentatif de l'évolution. Alors par la suite, Parker et d'autres ont fait des modèles plus représentatifs, mais il reste un problème qui est celui d'expliquer le vent très rapide. On ne sait pas aujourd'hui expliquer l'accélération du vent rapide jusqu'à 800 km par seconde. Ce problème, on pense qu'il est lié à celui du chauffage de la couronne, et on pense que si on résout le problème de l'accélération, on va aussi résoudre le problème du chauffage. Il y a un autre paradoxe qui n'est pas expliqué, qui est celui des trous coronaux. Alors les trous coronaux, c'est quoi? Dans les années 70, il y a eu la navette, il y a eu Columbus et tout un tas d'observations. Il y a eu des observations faites depuis l'espace à bord d'un module qui s'appelait Skylab, et c'est là qu'on a fait les premières observations de la couronne en rayons X. Et quand vous faites une radiographie X de la couronne, vous faites apparaître des zones qui sont très brillantes ici,
et des zones qui sont noires. Et on s'est rendu compte que la couronne était structurée en période de minimum d'activité. Vous savez qu'il y a un cycle de 11 ans pour le Soleil. En période de minimum d'activité, vous avez les régions noires ici, qu'on appelle les trous coronaux. Alors, ce n'est pas que c'est des trous, c'est juste que c'est beaucoup plus froid et moins dense que les régions équatoriales, qui sont à 2-3 millions de Kelvin, et qui sont plus chaudes. Eh bien, ces trous coronaux sont en période de minimum d'activité toujours au pôle. Ensuite, quand le cycle avance, il y a un mélange. Les trous coronaux vont commencer à descendre et à migrer vers l'équateur. Et on va avoir un mélange à l'équateur, un mélange de trous coronaux et de plasma chaud. Eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que grâce notamment, mais pas seulement, à la mission Ulysse, là vous avez des observations de la sonde Ulysse, qui est la première qui a observé le vent solaire en dehors du plan de l'écliptique, le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Sur ce schéma, vous avez donc une image du... Alors, ce n'est pas à l'échelle, bien sûr, mais là, vous avez un Soleil en période calme. On reconnaît un peu moins bien que tout à l'heure les trous coronaux qui sont au pôle, et on reconnaît les régions équatoriales. Et sur ce schéma-là, vous avez un diagramme angulaire qui vous trace en fonction de la position d'Ulysse par rapport au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est ce trait-là. Vous avez la vitesse. Donc là, vous avez 1000 km par seconde, 500, 0. Donc on voit que le vent rapide en période de minimum d'activité vient des trous coronaux. Et le vent lent vient des régions équatoriales qui sont plus chaudes. Ça montre que le vent rapide vient des régions les plus froides de la couronne. Et ça, on ne sait toujours pas non plus l'expliquer. Pourquoi le vent de 800 km par seconde vient des trous coronaux, là où la température est plus froide. On espère bien évidemment que la sonde va pouvoir permettre d'expliquer ça. Et pour expliquer ça, on va se rapprocher du Soleil, bien évidemment, pour explorer pour la première fois la couronne. Alors je vais aller rapidement pour expliquer la sonde et puis la technologie qu'il y a autour de cette sonde. La sonde est relativement, entre guillemets, simple, mais il y a un élément essentiel. Alors, vous avez ici la hauteur, le diamètre, le bouclier thermique, le poids. Là, vous avez donc le bouclier thermique qui est bien évidemment la partie technologique la plus critique. C'est la raison pour laquelle cette mission n'a pas été faite avant. C'est une mission qui faisait partie de ce qu'on a appelé les missions préconisées par un fameux comité dans les années 50, au début de la création de la NASA, là, un comité Simpson, qui préconisait de faire tout un tas de missions scientifiques. Il y avait également la Lune là-dedans, et il y avait déjà une préconisation de faire une mission vers la couronne. On n'a pas pu faire cette mission parce qu'on n'avait pas la technologie du bouclier thermique. Le bouclier qui est utilisé là, c'est un bouclier qui permet de se rapprocher jusqu'à environ 8-9 rayons solaire du centre solaire, qui est constitué de carbone-carbone, alors un carbone-carbone précuit avec un pouvoir résistant très important, et surtout qui est revêtu d'une couche de matériaux qui est blanc, très blanc, qui permet de réfléchir une grande partie de la lumière qui tombe sur le bouclier, et qui en fait permet de maintenir le reste de la sonde à des températures qui ne doivent pas excéder la centaine de degrés Celsius, parce qu'au-delà de cette température-là, l'électronique ne fonctionne pas et la sonde serait en danger. Donc on a un bouclier qui peut atteindre, lui, grosso modo 2000, quand on est au plus proche, 2000 degrés, qui absorbe une quantité d'énergie phénoménale sous forme de photons lumineux, mais qui arrive à les évacuer, et qui arrive à les évacuer ici par ce système, vous voyez, Solar Array Cooling System. Sur les côtés, ce sont des radiateurs qui captent la chaleur émise par le bouclier et qui l'irradient vers l'extérieur. Et en fait, il y a tout bêtement le même système que vous avez dans votre voiture. Il y a un système de circulation d'eau, j'espère déminéralisée, qui se balade dans le bouclier et qui est en circuit fermé avec les radiateurs. Et alors l'eau a été choisie parce qu'elle avait un bon pouvoir calorifique et que ce n'était pas un élément chimique qui était dangereux.
Mais le système est relativement simple. On espère simplement qu'il ne va pas y avoir un bouchon quelque part et puis l'eau va se transformer en vapeur. Là, ça serait catastrophique. Mais on a un système donc, de refroidissement du bouclier. L'autre aspect, c'est ici le mât sur lequel il y a une série d'instruments, je vais revenir dessus, et puis les panneaux solaires. Alors vous voyez que les panneaux solaires sont tout petits comparés à ceux d'une sonde entre guillemets normale. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche du soleil, donc on a suffisamment de lumière, et quand on est au plus près, vous voyez qu'il y a juste 2 petits bouts de panneaux solaires sur les côtés qui ne sont pas protégés et qui ne sont pas dans le cône d'ombre qui va être créé par le bouclier, et qui permettent de fournir l'énergie qui est nécessaire à la sonde. Alors il y a 4 instruments sur la sonde. Il y a un instrument qui mesure je vous ai parlé tout à l'heure, des particules et des ondes électriques et magnétiques. Il y a un instrument qui mesure les ondes électromagnétiques avec un pilier qui est de l'université de Berkeley, qui dispose d'antennes électriques. Vous voyez 4 antennes électriques ici qui mesurent les champs électriques, et de ce mât sur lequel vous avez un capteur magnétique fabriqué en France, j'y reviendrai, et vous avez des magnétomètres qui mesurent le champ magnétique. Donc on mesure les ondes, on mesure les particules énergétiques, c'est-à-dire les particules qui sont émises par le Soleil. Alors j'en ai pas beaucoup parlé, vous l'avez vu sur le film peut-être, à un moment donné, quand on voit le vent solaire qui s'écoule, on voit de la neige sur l'image, c'est rien d'autre qu'une accélération de particules énergétiques qui est produite au niveau du Soleil, qui est un faisceau de particules énergétiques accéléré auprès du Soleil et injecté dans le milieu interplanétaire, et qui rencontre le satellite. Et en rencontrant le satellite, ces radiations traversent les parois du satellite et vont aller directement sur la caméra du satellite et éventuellement l'endommager. Donc le Soleil est un accélérateur de particules, il crée des radiations. Ces radiations, d'ailleurs, c'est un gros problème pour les personnes, les astronautes qui voudraient aller vers Mars. C'est un danger potentiel pour les astronomes. Par exemple, quand il y a eu les astronautes qui ont marché sur la Lune, s'il y avait eu une grosse éruption au niveau du Soleil, ça aurait pu être très dangereux pour eux. Ils ont eu de la chance quelque part. Mais mesurer les particules énergétiques avec ce type d'instrumentation, qui sont des compteurs de particules, donc vous voyez ici c'est le capteur avec des trous, donc les particules rentrent dedans et on les mesure, c'est très important. Ensuite, vous avez un instrument qui va mesurer les électrons et les protons, et un peu les particules alpha, dont le PI est de l'Université du Michigan. Et vous avez une caméra qui est fabriquée elle aussi par le Naval Research Laboratory. C'est le même type de caméra, grand champ, que celle qui a été mise sur la sonde stéréo que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui va pouvoir faire de l'imagerie, alors pas directement du Soleil, parce qu'on ne peut pas viser le Soleil, mais de l'imagerie sur les côtés. Alors, il y a une participation française à cette mission, qui consiste, il y a 3 laboratoires qui sont très impliqués. Il y a le laboratoire, le LPC2E d'Orléans, qui a fabriqué le capteur magnétique qui se trouve sur le bras. Il y a le laboratoire de physique des plasmas de l'École polytechnique qui a fabriqué de l'électronique de détection pour l'instrument électron. À l'Observatoire de Meudon, nous avons produit le design du récepteur radio, en partie, et surtout, nous avons la responsabilité de faire des mesures dites de bruit thermique qui vont permettre de mesurer la densité et la température des électrons quand on sera dans la couronne, qui est un des paramètres clés de la mission. Donc c'est très important. Et il y a une autre contribution qui est tout aussi importante, je pense, qui est celle qu'on a en France avec le four d'Odeillo à Font-Romeu. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont été à cet endroit, visiter cet endroit magnifique. Donc c'est dans les Pyrénées. Vous avez donc à Font-Romeu un laboratoire qui s'appelle Promesse, qui en fait est constitué d'une série de... Alors il faut vraiment, c'est un truc à visiter, il faut y aller quand il y a des portes ouvertes. Vous avez une série de miroirs plans qui observent donc le Soleil. Alors pourquoi en altitude? Parce que la luminosité est beaucoup plus importante qu'à la surface. Quand vous êtes dans l'espace, vous recevez par mètre carré 1340 watts par mètre carré venant du Soleil. Quand vous êtes à Paris, à l'altitude zéro, vous en recevez plus que 300, 400, ça dépend de l'état du ciel. Donc 300 watts par mètre carré, si vous avez des panneaux solaires, vous voyez ce que ça donne. À Font-Romeu, ils atteignent 500, 600, des fois 700, 800. Et donc, toute cette lumière collectée par ces
par ces miroirs et réfléchit vers un miroir principal qui, lui, est sphérique et concentré dans ce petit cabanon sur une surface qui fait à peu près cette taille-là et sur laquelle, si vous prenez un bout d'acier, vous le mettez, alors il faut mettre un gant spécial, si vous mettez le bout d'acier dans le faisceau, au bout d'1 minute, il se met à fondre. Moi, on m'a raconté l'histoire d'un oiseau qui avait essayé de traverser le faisceau, qui est rentré d'un côté et malheureusement qui n'est pas ressorti de l'autre. Et cet endroit a été utilisé par nos collègues américains pour tester des matériaux pour le bouclier, pour les antennes surtout, et pour un instrument qui est là, un Faraday Cup, qui est en fait cet instrument qui est là, qui est un instrument qui ne va pas être protégé par le bouclier. Vous voyez que la plupart de ces instruments que je vous ai indiqués sont sur le corps du satellite. Les antennes, elles, et cet instrument-là, ne sont pas protégées par le bouclier parce qu'il faut qu'elles voient directement le Soleil. Donc les antennes sont en tungstène, je crois. L'instrument ici utilise des matériaux qui ont été testés à Odeyo et qui ont survécu donc au four d'Odeyo. Alors, là, on est proche du lancement. Donc la mission a mis... la sonde a été fabriquée par l'Applied Physics Laboratory pour le compte de la NASA, entre Washington et Baltimore. C'est un gros laboratoire entre Washington et Baltimore qui fait aussi qui a des applications militaires. Donc la sonde a été prévue pour être lancée l'été 2018 et elle a été lancée l'été 2018. Là, vous avez la sonde quelques jours avant qu'elle sorte ici du hangar. Donc ça, c'est le hangar d'Astrotech, qui est la société qui travaille pour la NASA et qui assemble le satellite sur la fusée. Donc là, vous avez le satellite ici sur son moteur. Là, vous avez le dernier moteur qui donne la dernière poussée. Et là, vous avez le bout de la fusée sur lequel, donc c'est la pointe de la fusée. Là, vous avez la coiffe. Et ça, c'était quelques jours avant la sortie. Et ça, c'est une nuit où on a été avec certains collègues PI de la mission, essayer d'observer donc le transport de la coiffe et du satellite depuis ce hangar jusqu'au pas de tir. Ça a duré à peu près, enfin ça a duré toute la nuit, et il y avait une escorte de police, et on a négocié avec les policiers pour qu'ils nous laissent faire cette photo. Mais c'était, malheureusement, en ce qui me concerne, j'ai dû partir après, et je n'ai pas assisté au lancement. Alors le lancement, je vais essayer de vous mettre le lancement avec un peu de son. Oui, là il y a du son. Alors le lancement a été effectué donc le 12 août. Je ne sais pas, j'essaie d'avancer parce que là... Donc le lancement a été effectué par la fusée la plus imposante actuellement. Alors la NASA et puis SpaceX en développent d'autres, parce qu'ils veulent envoyer donc des astronautes sur la Lune. C'est la fusée Delta IV Heavy, qui a été lancée utilisée pour sa poussée et surtout la vitesse qu'elle a pu fournir à la sonde, car il faut envoyer, pour pouvoir se rapprocher du Soleil, la sonde a une vitesse très très élevée. Donc voici le lancement. Donc c'était la nuit aux États-Unis, le 12 août. Donc on va couper là. En principe il y avait du son, mais on n'entend pas le son. Ensuite, la sonde, alors ça, c'est pas, bien évidemment, ce n'est pas des vraies images, ça, c'est des animations. Donc, la sonde s'est séparée, la coiffe s'est séparée, la coiffe s'est ouverte. Donc, l'ouverture de la coiffe. Ensuite, la séparation de la sonde de ce module-là avec son moteur d'appoint. Et donc, la sonde qui est ici. Donc, l'allumage du moteur d'appoint qui lui donne la dernière poussée pour atteindre la bonne vitesse et se positionner sur la trajectoire. Ensuite, déploiement des panneaux solaires. Alors ça, c'est une des premières opérations qu'on fait quand on est dans l'espace. On déploie les panneaux solaires pour avoir de la puissance. Déploiement du mât du magnétomètre, qui a été un peu rocambolesque. Si j'ai le temps, je vous raconterai l'histoire. Déploiement des 4 antennes de Fields
Alors en fait, elles ont été déployées non pas les 4 en même temps, mais l'une après l'autre. Et finalement, la sonde a été mise sur son orbite. Alors, 2 mots sur l'orbite quand même. Comment fait-on pour aller vers le Soleil? Eh bien, paradoxalement, il faut envoyer la sonde très rapidement, mais il faut la freiner. La freiner par rapport à quoi? Par rapport à la Terre. En fait, il faut, dans le repère du Soleil, enlever la vitesse de rotation de la Terre. Donc sur ce schéma-là, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus et la Terre. Vous savez que la Terre fait un tour autour du Soleil en un an. 150 millions de kilomètres multipliés par 2, multipliés par pi, ça vous fait la circonférence. Une année, vous calculez le nombre de secondes que vous avez dans une année, vous divisez et vous tombez sur un chiffre qui est 35 km par seconde. La Terre tourne à 35 km par seconde autour du Soleil. Et elle tourne dans ce sens-là. Elle va vers l'ouest. Si vous envoyez une sonde vers l'est, à une vitesse de 35 km par seconde, qui est la vitesse de rotation de la Terre, eh bien à ce moment-là, cette sonde va avoir une vitesse nulle par rapport au Soleil et elle va tomber dessus. Donc c'est comme ça qu'on peut envoyer une sonde près du Soleil, c'est en l'envoyant avec une vitesse élevée, mais dans la direction opposée. Donc c'est ce qui a été fait ici, lancement depuis la Terre. La sonde, la trajectoire est ici. Elle est passée par Vénus, et Vénus, il y a eu une assistance gravitationnelle par Vénus qui a permis à nouveau de la freiner, en tout cas de l'accélérer dans la bonne direction, et qui a permis qu'elle plonge vers la Terre, vers le Soleil, pardon. Là, vous avez les différentes trajectoires de la sonde. Et là, donc vous pouvez suivre en direct sur le site d'APL. Vous pouvez suivre en direct le trajet de la sonde. Là, c'est ce que j'ai pris tout à l'heure. Vous voyez la date, elle est ici, 1er novembre à 15h UTC. Donc ça, c'est aujourd'hui. La sonde se trouve à 0,225 unités astronomiques du centre. Elle se trouve à 47,5 rayons de la surface. Et vous voyez que la vitesse est de 79,14 km par seconde. Alors sur ce schéma-là, vous avez en fonction du temps la distance de la sonde par rapport au Soleil, si vous vous rappelez bien, en unité astronomique, donc en rayons solaires. 215 rayons solaires, c'est la distance de la Terre. Vous voyez que la sonde a parcouru, elle est en train de plonger vers le Soleil. On est en train de vivre un moment historique en ce moment parce c'est la première fois qu'on a une sonde construite par l'homme qui arrive et qui explore des régions qui sont en dessous de 0,25 unités astronomiques, 0,28 qui était le précédent record tenu par une sonde américano-allemande, les sondes Helios. Et on a l'objet, vous allez le voir, le plus rapide jamais construit par l'homme. Donc on en est là aujourd'hui. Vous voyez que le premier passage, le premier périhélie va être aux alentours de 35 rayons. Et au fur et à mesure de la mission, vous voyez que la mission dure jusque dans les années 2024-25, par des passages successifs par Vénus, on va à nouveau, quand on est près de Vénus, perdre la bonne vitesse de manière à plonger encore plus vers le Soleil. Et à la fin, on va se retrouver ici à des distances, vous voyez, de 9 rayons, vraiment dans la couronne. Alors, le premier périhélie, j'ai regardé le fichier des trajectoires, j'ai tracé un peu les choses et j'ai trouvé que le premier périhélie, la distance minimale aura lieu à 35 rayons,66, c'est le mardi prochain, le 6 novembre, à 3h27 UTC, et la sonde aura une vitesse à ce moment-là de 90,3 km par seconde. Ça fait 325 080 km par heure. Et alors, bon, c'est des chiffres qui sont tellement importants que pour se figurer réellement la chose, je me suis amusé à regarder la durée d'un trajet Paris-Sydney, qui est de 16 000 km. Eh bien, la sonde fait Paris-Sydney en 3 minutes 7 secondes. Donc c'est mieux que de passer je ne sais pas combien d'heures dans un avion, si on pouvait voyager à ces vitesses-là. Et le dernier périhélie qui est prévu donc ici, alors c'est le dernier périhélie dans la configuration actuelle, la mission sera peut-être un peu étendue, c'est en 2025, donc le 22 mars 2025. J'espère revenir vous faire une conférence à cette époque-là avec tous les résultats. La sonde passera à 9,86 rayons du Soleil et aura une vitesse encore plus importante. Vous voyez ? Ça, ce sont les lois de Kepler. Alors la sonde ne fait pas des mesures tout le temps.
Elle fait des mesures quand on est en deçà de 0,25 unités astronomiques. Vous voyez sur ce schéma-là, qui vous donne la trajectoire elliptique près du Soleil. Donc là, c'est un zoom ici, c'est le dernier passage. Alors là, c'était 9,5, maintenant on est passé à 9,8 pour le dernier passage. Vous voyez qu'on va faire des mesures en gros, pour le dernier passage, entre moins 5 et plus 5 jours, 10 jours de mesure, avec des passages ici au plus près qui sont très rapides. Vous voyez, là, vous êtes en dessous de 10 rayons solaires. Donc là, ces distances sont intéressantes parce que ça correspond grosso modo au point sonique de Parker, qu'on va pouvoir explorer in situ pour la première fois. Ça correspond à un autre point qu'on appelle le point d'Alven, qui est aussi important, où il y a une vitesse typique du plasma qui est celle liée au champ magnétique. J'en parle parce que Alven, qui était un physicien suédois, qui a eu le prix Nobel pour la découverte donc, des ondes d'Alven et de la vitesse d'Alven dans les plasmas, les ondes d'Alven sont un bon candidat pour expliquer le chauffage de la couronne. C'est un des candidats parmi d'autres. Le problème du chauffage, tout à l'heure j'ai dit, on ne sait toujours pas pourquoi la couronne est à 1 million. Ce n'est pas qu'on ne sait pas du tout, c'est qu'on a en fait beaucoup de modèles à disposition qui fonctionnent. Les ondes d'Alven, c'est un des modèles parmi d'autres. Et on va traverser donc cette région-là, aux alentours entre 10 et 20 rayons, qui est aussi la région d'Alven. Et donc vous voyez que ça, c'est ce qu'on va faire dans quelques années. Les observations, donc quand on est dans ces régions-là, au plus près, on n'a pas de visibilité avec la sonde, donc elle est complètement autonome. Elle récupère les données, elle les charge à bord de sa mémoire, et ensuite, quand elle s'éloigne, on récupère les données. Donc là, le premier passage aura lieu mardi prochain. Il y a une réunion à l'université de Berkeley à cette occasion. Les données de ce premier passage devraient être validées et disponibles aux alentours du printemps. On devrait avoir les premières données qui vont sortir. Alors néanmoins, il y a des premières observations qui sont des observations, comme je disais, de mise en route des instruments. Là, vous avez des observations qui vous donnent le champ magnétique, le déploiement du mât du magnétomètre. Donc là, vous avez la mesure du champ magnétique en nanotesla. Quand on est proche, ici, le temps zéro, c'est quand le capteur il est collé à la sonde. La sonde, elle est faite de plein d'électronique. Cette électronique a des courants, ça fait un champ magnétique. Donc la sonde est très bruyante en termes de champ magnétique. C'est pour ça qu'on doit mettre le capteur loin, qu'on l'éloigne de la sonde. Et vous voyez ici, on déploie le capteur, le mât. À ce temps-là, c'est très rapide, ça dure quelques secondes. Et après, on a des valeurs du champ magnétique qui sont celles dans le vent solaire, qui sont loin des valeurs importantes près de la sonde. Ça, c'est les premières observations de l'instrument Fields. Là, il y a une autre observation obtenue d'une émission radio produite par des particules énergétiques injectées dans le vent solaire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et puis, il y a l'instrument WISPER, l'imageur, qui a fait des images intéressantes. Donc, il observe sur les côtés. Et en fonction de la configuration, il a pu observer deux choses. Il a observé ici la Voie lactée. Ça a été la première image. Et puis, il y a une deuxième image qui est intéressante, qui est celle-là. Est-ce que vous savez, donc on voit tout un tas d'étoiles, et puis on voit un objet brillant. Est-ce que vous savez de quel objet il s'agit? La Terre, exact. Bonne question. Il faudrait faire un petit calcul. En tout cas, c'est la Terre vue depuis Vénus. Donc si vous êtes un habitant de Vénus, enfin, s'il y a des habitants sur Vénus, voilà comment ils voient la Terre. Je vais finir, j'ai été un peu long, désolé, je vais finir en disant deux mots sur une autre mission, qui est une mission cette fois-ci de l'Agence spatiale européenne, qui est la mission Solar Orbiter sur laquelle je suis aussi impliqué, qui est une mission, vous voyez, qui ressemble un peu, et même pas mal. Bon, Parker Solar Probe est plus allongé, c'est une espèce de gros boudin, là on a un cube, et il y a un bouclier thermique pareil, il y a des antennes qui ressemblent beaucoup, des panneaux solaires, un mât avec un magnétomètre, ça ressemble beaucoup tout ça. Cette sonde va non seulement avoir des mesures in situ, mais également des caméras. Et cette sonde va faire les images du Soleil les plus précises jamais faites de la couronne en imagerie, en se rapprochant au maximum de ce qui est permis en termes de distance. Elle va arriver à 0,3 unités astronomiques, donc la distance de Mercure.
avec 5 télescopes qui sont cachés à l'intérieur du satellite et qui sont donc derrière le bouclier. Sur le bouclier, il y a des petites portes qui s'ouvrent. Et donc, on reçoit un tout petit peu de lumière. Alors, il ne faut pas beaucoup de lumière pour ne pas brûler l'optique et on ne peut pas se rapprocher trop près. Donc, le bon compromis, c'est 0,3 unités astronomiques. Et on pourra, comme ça, mesurer avoir une résolution de l'ordre en UV, donc dans la couronne, de 70 km. Pour avoir 70 km dans la couronne solaire. Et on pourra voir ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu quand je vous ai montré les images de stéréo, il y avait le vent solaire qui soufflait et puis il y avait la fameuse sonde WIND qui mesurait localement. Donc on mesure avec 2 sondes, une qui regarde le soleil et la couronne et puis l'autre qui mesure la couronne in situ. Eh bien on pourra faire la même chose entre Solar Orbiter et Parker Solar Probe. Là vous avez sur ce schéma-là l'image donc du coronagraphe de la sonde Solar Orbiter de l'ESA, donc la sonde européenne, qui va mesurer donc le soleil et puis la couronne. Donc là, vous avez une vraie image de couronne obtenue par LASCO sur SOHO. Et à l'échelle, vous avez les tracés rouges. C'est à l'échelle les trajectoires de Parker Solar Probe. Donc on va pouvoir voir, là vous êtes à 10 rayons. Donc là, vous avez le soleil, 1 rayon, 2, 3, 4, 5, 6, et puis là vous êtes 10. Donc Parker Solar Probe va se rapprocher à 10 rayons et lorsqu'elle sera à 10 rayons et fera des mesures locales, on pourra la voir à distance avec cette sonde-là, qui devrait être lancée, on l'espère, en février 2020, si tout va bien. Donc ça sera aussi l'occasion de venir vous raconter la suite des aventures du Soleil. Donc je vous remercie, et puis désolé pour si j'ai été un peu long. Merci.